On est toujours au-delà des 7100 points sur le CAC 40. La résilience de l'indice parisien semble à toute épreuve. Bonjour Xavier. Bonjour. Xavier Patrolin pour Albatros Capital. On se demande aujourd'hui un petit peu ce qui pourrait faire chuter les marchés qui résistent bien, qui résistent à tout, d'ici la fin de l'année ou dans les prochaines semaines. Est-ce qu'on sent déjà un peu plus dans la psychologie, un peu plus de nervosité de la part des opérateurs? Un petit chouïa, un petit poil plus, pas vraiment. En fin de semaine dernière peut-être, Ouais. mais non, depuis début octobre, non, on sent plutôt une forte résilience, à la fois qui est soutenue par les publications de résultats et puis qui ont été très bonnes, il faut dire ce qui est. Absolument, qui ont été très très bonnes et qui soutiennent la tendance. Première raison qui pourrait faire pousser le CAC 40 à refluer, évidemment, c'est cette 5e vague de Covid. Si elle était plus marquée que ce à quoi on s'attend avec du fait de la campagne de vaccination, s'il y avait des mesures évidemment de restriction des libertés, de freinage économique, et c'est tout le spectre des couvre-feux, des confinements qui planent au-dessus de nos têtes, mais on n'en est pas là. Le gouvernement français dit non, c'est pas l'étude. Oui, mais au-delà de la France, il y a l'Europe, et au-delà de l'Europe, il y a, si j'ose dire, le reste du monde. Non, il y a l'Europe. On voit que la situation en Allemagne, on a vu en Autriche dès hier soir à minuit, le couvre-feu est mis en place. Non, il y a un vrai sujet. On voit que les déclarations de ce week-end sont plutôt alarmistes, y compris en France, sur la recrudescence du nombre de cas. Ça ne veut pas dire que doublement d'une semaine. Ouais, ça ne veut pas dire que les hospitalisations. Exactement, il faut voir après la cause d'hospitalisation. Donc il faut relativiser, absolument. Mais ça veut quand même dire qu'il y a probablement des mesures de freinage qui sont en projet, en préparation, et qu'elles auront immanquablement quelques conséquences probablement négatives du point de vue de l'activité économique, même si ça ne sera absolument pas du même ordre de ce qu'on a pu connaître au cours du début de l'année 2020. Et pour l'instant, pourquoi est-ce que ça ne dérange pas plus que ça? Pourquoi les marchés qui aiment se projeter ne se projettent pas dans ce scénario-là? Parce que c'est une position un peu de Janus, c'est-à-dire qu'il y a l'envers et l'endroit. L'envers, c'est ce qu'on vient de dire, le freinage en termes d'activité économique. L'endroit, c'est que corrélativement, notamment en Europe, la Banque centrale européenne va se trouver confrontée face à un dilemme. N'oublions pas que le plan de rachat d'obligations souveraines conditionnées à la pandémie doit prendre son terme, doit s'arrêter en mars, que ça va constituer le plat de résistance de la prochaine réunion du Conseil des gouverneurs, et qu'on peut se douter que dans le contexte, on se projette à 3 semaines, mais qu'à mi-décembre, la situation ne se sera probablement pas améliorée du point de vue pandémique, et donc les gouverneurs vont être confrontés à un dilemme. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on maintient la date du 31 mars 2022 comme date d'achèvement du PEPP, ou est-ce qu'on envisage un prolongement, ou est-ce qu'on envisage une adaptation optionnelle en fonction des pays? Donc ça, c'est un facteur de soutien monétaire additionnel ou pas. Mais qui est quand même dans l'esprit des investisseurs. C'est pour ça que les investisseurs, pour l'instant, ne regardent pas trop cette partie-là, la partie restriction des libertés. Et encore une fois, une mesure de freinage en disant on verra au moment mi-décembre de la réunion de la BCE ce qui est décidé. Voilà. Et dernier point, on a toujours actuellement, en tout cas aux États-Unis c'est le cas, mais en Europe c'est le cas, on a toujours des dynamiques de consommation qui restent quand même robustes. Et donc cette dynamique de consommation, pour l'instant, les marchés sont comme Saint Thomas, elle constitue une pierre angulaire de la... C'est là, c'est du solide, voilà, c'est aujourd'hui, on le voit, voilà, c'est tangible. Voilà, et tu peux regarder tous les commerces de détail. Et donc à partir de ce moment-là, c'est un facteur de soutien pour les bénéfices à venir, pour l'activité. Et donc on verra d'ici 2-3 semaines si la vague se développe et si les autorités publiques sont obligées de mettre des mesures de restriction en place. Alors deuxième risque potentiel, c'est dans toutes les têtes depuis maintenant très longtemps, c'est l'inflation. Et en même temps, est-ce que ça accélère toujours l'inflation aux États-Unis et en Europe? Est-ce qu'il y a des signes avant-coureurs de retournement? Et puis si on parle de mesures de freinage de l'activité, ça ne plaide pas pour de l'inflation, ça? Non, mais là... Il faut être cohérent par rapport au risque numéro 1. Oui, mais là, on est sur le risque numéro 1, c'est un risque conjoncturel, tandis que le risque numéro 2, c'est probablement quelque chose de plus structurel. Là, il y a un débat beaucoup plus aride, beaucoup plus fort dans toutes les banques centrales à travers le monde, notamment aux États-Unis. Et en plus, on est dans une phase de renouvellement du mandat de l'éventuel renouvellement du mandat de Jérôme Powell. Donc là, il y a vraiment une conjonction de facteurs où on pourrait assister, parce que globalement, les marchés sentent que les banques centrales sont en retard, sont behind the curve, derrière la vague. Délibérément.
Délibérément, mais ça pose volontairement. problème. Et ça pose problème parce qu'on est sur la notion d'inflation transitoire. Bon, une inflation Ça fait transitoire. depuis le début de l'année qu'on nous parle d'inflation transitoire. Évidemment, il faudra arrêter peut-être, non? Voilà, et justement parce que ça dure. Et donc quand ça dure, et on s'expose à des effets dits de second tour, c'est-à-dire une diffusion. Qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui, encore une fois, sur l'inflation en spontané? Moi, je vois du pétrole qui est passé sous les 80 $. Oui, on est à mais 85, on est à ça- 78. Oui, bon, ça, aucun Bah, impact. bah, Tant mieux, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'on n'accélère plus. Mais Bah oui, on n'accélère plus, on est même en rebaisse. l'inflation embarquée reste élevée. La diffusion des prix énergétiques, c'est quelque chose de très long. Donc c'est enclenché. Il faudrait que ça baisse, si tu veux, il faudrait pour que ça ait vraiment un impact dans les 6 à 12 prochains mois, il faudrait vraiment que le baril revienne à, je sais pas, 70 ou 65 $. Là, on aurait à la fois l'effet de base qui disparaîtrait, plus l'effet de la baisse du prix du baril à partir des niveaux actuels, ce qui n'est pas le cas. Donc, au fond, on peut dire, à partir de la semaine dernière, que le baril a cessé de monter. C'est une bonne nouvelle. Bah oui. On a vu sur les prix du gaz qu'ils avaient baissé. On a beaucoup commenté la hausse du prix du gaz, mais qui a perdu, je crois, je sais plus, 30 ou 40%. Voilà, tout à fait, en Europe. Donc, mais pour en revenir au sujet sur l'inflation, non, on sent bien que les banques centrales, et donc il y a des réunions importantes à la mi-décembre, puisque c'est de lister les risques à court terme, on va dire mi-décembre c'est à court terme, notamment la Fédérale Réserve le 14 et le 15 décembre, la Banque centrale anglaise à partir de le 16, la Banque centrale européenne le 16 décembre. Donc là, les marchés sont dans l'attente. Et donc tous les chiffres qui vont venir entre aujourd'hui et ces dates, valider ou ne pas valider un ralentissement ou une accélération ou une diffusion des prix de l'inflation, sont des variables clés parce qu'elles pourraient entraîner, et notamment au niveau de la Fédérale Réserve, entraîner une accélération. En accélération aux États-Unis, juste de l'inflation aujourd'hui, sous-jacent, tout type d'inflation, 6,2. Oui, ou 6,2, oui. Et donc ça augmente de partout, ça accélère partout. Ça diffuse. Ça diffuse, c'est-à-dire ça ne limite pas au prix. Donc un dilemme pour la Fed. Il commence à avoir un dilemme. Pour savoir s'il faut accélérer ou pas c'est le très tapering. léger. Mais en même temps, quand on écoute Jérôme Powell, il n'y a rien qui laisse présager le fait qu'il accélère. Je ne suis pas sûr, pour l'instant c'est le patron de la Fédérale Réserve, mais il commence à être très challengé par d'autres gouverneurs, notamment des gouverneurs qui vont voter à partir de début de l'année prochaine. Et donc la situation est plus compliquée. On a quand même vu Joe Biden faire une déclaration sur l'inflation il y a une dizaine de jours. Et probablement que les élections locales qui ont eu lieu il y a 2 ou 3 semaines et qui se sont mal passées pour le Parti démocrate. Il y a toute une série de facteurs qui l'expliquent, mais l'un des facteurs importants qui est mentionné, c'est quand même la perception de l'inflation par le consommateur américain, donc l'électeur américain, qui pourrait le déstabiliser à moyen terme. Donc ça va devenir un sujet politique. L'essence qui a pris 35% depuis le début de l'année aux États-Unis. D'où Donc ça pourrait perturber les marchés si la Fed devait accélérer, mais encore une fois, rien ne laisse poindre le fait que Jérôme Powell accélère son tapering. C'est pas... Non, mais c'est quelque chose à bien suivre parce qu'on pourrait très bien avoir une réunion où dans le communiqué de la Fédérale Réserve de mi-décembre où la notion de transitoire est édulcorée ou non affirmée. Et on pourrait avoir éventuellement l'option d'une accélération du tapering, c'est-à-dire au lieu de réduire le bilan de 15 milliards, d'envisager une extension du tapering, c'est-à-dire de passer de 15 à 20 ou de 20 à 30. Ouais. Et donc là, ça c'est pas pricé. Pas du tout, puisque ça voudrait dire qu'on arrête la croissance du bilan de la Fédérale Réserve, donc plus à la fin de 2022, mais à partir du 31 mars. Et donc on ouvrirait la porte à des hausses de taux plus précoces. Donc ça, c'est un point à suivre. Ouais, et on finit sur la non-reconduction possible à la tête de la Fed de Jérôme Powell. C'est quasiment acquis qui va être reconduit. Il y a vraiment une incertitude là-dessus. On joue à se faire peur. Là. Parce que pour le coup, ce serait quand même un événement. Eh bien oui, on joue à se faire peur probablement, mais ça peut être un événement qui perturberait le marché au sens où Janet Yellen, qui serait éventuellement Lael Brainard, c'est qui serait éventuellement celle qui serait nommée pour la première fois, après Janet Yellen, présidente de la Fédérale Réserve. Elle est sans doute beaucoup plus colombe. Donc tu vas me dire c'est très bien, pas de hausse de taux court. Oui, sauf que les marchés, dans le contexte d'anticipation inflationniste, pourraient réagir sur la partie longue de la courbe des taux et on assisterait à ce moment-là à des tensions sur les taux longs avec une anticipation que la Fed, là pour le coup, va rester très behind the curve, derrière la vague. Et là, il y aurait une lutte entre la Fed et les marchés. Voilà, exactement. Et donc ça ne serait pas nécessairement... Alors est-ce que ça se matérialiserait dès la fin de cette année? Probablement pas. Mais on pourrait assister à quand même quelques volatilités sur la partie longue de la courbe des taux américaine. Ce qui n'est jamais très bon. Ce qui ne serait pas très bon. Donc la nomination, même si la reconduction de Jérôme Powell est
très probable. Ouais. S'il y avait une surprise, il pourrait y avoir de la volatilité sur la partie longue de la courbe des taux américaine. Et qui dit volatilité longue sur la partie longue de la courbe des taux, dit volatilité sur l'ensemble des courbes des taux. Et aussi souvent sur les marchés actions. Et sur les devises. Il y a une corrélation. On pourrait d'ailleurs assister, s'il y avait cette incertitude sur la nomination de Jérôme Powell, à un mouvement sur l'échange, puisqu'à ce moment-là, on a assisté plutôt à une appréciation du dollar contre toute devise depuis 6 mois. Ça pourrait repartir dans l'autre sens. Ça pourrait repartir dans l'autre sens. Donc c'est un rendez-vous à suivre du point de vue médiatique. Et on ne sait pas d'ailleurs. Ça devrait normalement être, si la normalité... On avait dit en novembre. Déjà. Oui, ça devrait être cette semaine, j'imagine. Mais bon. Bon, toujours est-il que la résilience, encore une fois, des marchés actions et l'indice parisien en premier chef est quand même assez surprenante. Non, moi qui suis plutôt un oiseau de mauvaise augure, non, je dirais qu'elle n'est pas surprenante, puisque si on prend la variable clé qui est la croissance des perspectives bénéficiaires, si on prend la situation par rapport au début de cette année, le marché a progressé d'un peu moins de 30%, mais il est globalement 20% moins cher qu'il ne l'était au début de cette année. Ça veut dire qu'une partie de la hausse du marché a absorbé la croissance des perspectives bénéficiaires. Exactement. Il faut toujours avoir ça en tête. Même plus haut, on est moins cher en termes de valorisation. Exactement, et ça me semble être un facteur de soutien, au moins pour les 6 à 12 prochains mois, toutes choses égales par ailleurs, comme on dit communément. C'est-à-dire que la croissance des bénéfices va continuer, elle sera évidemment de même amplitude, mais elle va continuer, et avec des ratios de valorisation qui sont nettement moins élevés qu'ils ne l'étaient à la fin de l'année dernière, au début de cette année. On a des chiffres, on était à combien ? Alors, moi, je peux te donner, le pricing, le PE du marché a baissé globalement de 19%, et la croissance des bénéfices a cru de pas loin de 50%. Donc, ce qui fait la combinaison des deux te fait une progression du marché d'un peu moins de 30%. Si tu prends par rapport au dernier point haut de l'été dernier, c'est quelque chose de beaucoup plus proche. C'était de mi-août. Eh bien, le marché est moins cher, même après avoir battu des nouveaux records, est moins cher de pas loin de 4%. Parce que les bénéfices ont cru entre la mi-août et aujourd'hui de quasiment 7%. Donc ça constitue un facteur de soutien. Et ce que je décris sur la France, on le trouve un peu partout, en tout cas dans les économies occidentales. Allez, merci beaucoup. Explication signé Xavier Patrolin pour Albatros Capital. Merci. Je t'en prie. Salut.